Je suis Isabelle Arpin, je suis sociologue au Centre IRSTEA de Grenoble. Alors comment j'en suis venue à m'intéresser aux animaux sauvages? Ça remonte à un certain temps maintenant, ça remonte à ma thèse. Et dans ma thèse, j'ai voulu comprendre pourquoi des animaux sauvages sont importants pour différentes catégories de personnes dans un lieu. Comment à travers l'animal sauvage, des personnes vont nouer des liens avec un territoire, vont nouer des liens avec d'autres personnes. Et j'ai voulu décortiquer ça dans le détail, quoi. Aller au-delà de l'affirmation des animaux sauvages sont importants et vraiment comprendre en quoi ils sont importants. Et je suis partie de l'idée qu'au-delà d'une réflexion théorique sur l'animal sauvage, ce que je voulais saisir, c'était les rapports concrets que les gens établissaient avec ces animaux sauvages-là et à travers ces animaux sauvages-là. Et pour ça, j'ai fait des entretiens en invitant les gens à parler de situations concrètes, à parler de relations concrètes à l'animal, et puis je les ai accompagnés sur le terrain. C'était vraiment important pour moi de voir comment ils rencontraient l'animal sauvage, comment ils se comportaient avec lui, avec eux. Comment ça se passait vraiment très concrètement sur le terrain, comment on marche quand on veut aller voir des animaux sauvages, comment on regarde, comment on se déplace, comment on parle ou comment on reste silencieux. Et j'ai voulu faire ça avec différentes catégories de personnes qui s'intéressent aux mêmes animaux sauvages, mais qui s'intéressent à ces animaux-là de manière très différente. Et j'ai travaillé au départ sur deux animaux, sur deux ongulés sauvages, dont les gens parlent beaucoup en montagne. Donc, je suis originaire de régions de montagne et j'avais pu constater un peu au hasard des conversations que les animaux comme les chamois et les bouquetins reviennent beaucoup dans les conversations, qu'ils apparaissent beaucoup sur les maisons par exemple, il y a des sculptures, il y a des peintures, qu'il y a tout un tas d'activités qui s'organisent autour de ces animaux-là. Je m'étais dit, bah tiens, c'est peut-être des bons exemples en quelque sorte pour comprendre cette importance des animaux sauvages. Et puis j'avais aussi pu constater que les gens en parlaient en des termes très différents. Donc j'ai travaillé au départ de ma thèse sur deux ongulés sauvages qui étaient le chamois et le bouquetin. J'avais pu constater que plusieurs catégories de personnes en parlaient volontiers et avaient développé autour de ces deux animaux-là des activités différentes. Donc j'avais pensé que c'était une bonne occasion d'explorer l'importance des animaux sauvages dans la vie des gens. Et donc je suis allée, j'ai interviewé, j'ai mené des entretiens auprès de chasseurs, auprès d'éleveurs, auprès d'agents des parcs nationaux à propos de ces espèces-là. Et puis j'ai accompagné ces gens sur le terrain. C'est-à-dire que j'ai accompagné des agents des agents du parc lorsqu'ils allaient observer des animaux sur le terrain, des chamois et des bouquetins donc. J'ai accompagné des chasseurs à la chasse aux chamois, j'ai accompagné des touristes lorsqu'ils allaient faire des sorties en montagne pour voir ces espèces-là. J'ai aussi accompagné des éleveurs lorsqu'ils s'occupaient de leurs troupeaux et qu'ils étaient amenés à croiser des chamois et des bouquetins. Et à partir de ces entretiens, de ces observations, j'ai essayé d'aller dans le détail des relations que les gens établissent avec ces animaux-là et des gens qu'ils établissent avec d'autres personnes à travers ces animaux-là. J'ai essayé de montrer comment le rapport à l'animal sauvage est aussi une occasion d'établir, de maintenir et de modifier les relations qu'on a avec d'autres. Et comment finalement l'animal sauvage, il est, bien qu'il soit sauvage, il fait partie de la vie des gens et des relations sociales et comment il n'y a pas une rupture entre la nature d'un côté et puis les relations sociales de l'autre ou ce qu'on peut appeler, pour le dire vite, la culture. Par la suite, je me suis intéressée à un troisième animal qui est arrivé au moment où je menais mon enquête, qui était le loup. Le loup est arrivé dans le Mercantour au tout début des années 1990 et il est arrivé sur mon terrain quelques années plus tard, vers le milieu de ma thèse. Et mon directeur de thèse, qui était Raphaël Larère, m'a dit « Écoute, toi qui t'intéresses à l'animal sauvage, aux relations à l'animal sauvage et à travers l'animal sauvage, tu ne peux pas ne pas t'intéresser au loup, à ce qui change lorsqu'un animal comme le loup arrive. » Une chose importante que je n'ai pas dite, c'est ce qui m'intéressait aussi, c'était de voir
comment les personnes définissaient l'animal sauvage, ce que c'était pour eux le sauvage, et à nouveau j'ai essayé de le saisir à travers leur pratique, à travers leur expérience concrète de l'animal, plutôt qu'à travers une réflexion plus extérieure sur le sauvage, mais vraiment comprendre la signification du sauvage et du rapport au sauvage dans des situations concrètes. Ce que j'avais observé à propos des chamois et des bouquetins, c'est que les gens qualifiaient ces animaux-là très différemment, qui construisaient des couples d'opposition différentes selon qui ils étaient. Et pour le dire vite, d'un côté, il y avait une opposition entre sauvage et domestique, qui était plutôt le fait des chasseurs et des éleveurs, et puis une autre opposition entre nature et artifice que je trouvais davantage dans les discours et dans les pratiques des naturalistes, des agents des parcs nationaux, par exemple. Donc j'ai essayé de comprendre comment ces oppositions, comment ces dualismes étaient construits, comment aussi ils permettaient de situer les gens dans un espace social. Voilà. Et quand le loup est arrivé, ce qui a retenu mon attention, c'était ce qui changeait dans ces oppositions, dans ces couples d'opposition et dans cette manière de situer les personnes et les animaux dans un espace social complexe, quoi, hein. Et ce que j'ai essayé de montrer, c'était qu'effectivement l'arrivée des loups modifiait un certain nombre de choses, un certain nombre bien sûr de pratiques, mais aussi de conception du sauvage, et ébranlait un certain nombre de choses. Donc voilà un petit peu ce que j'ai essayé de saisir à travers ma thèse. Par la suite, j'ai étendu mes objets de préoccupation. Bon, j'avais travaillé sur un petit nombre d'espèces pendant plusieurs années, et je me suis intéressée plus largement à la biodiversité, mais de manière périodique, les espèces sur lesquelles j'avais travaillé au départ ont continué d'intervenir dans mon travail, notamment le loup, qui est un animal dont, entre guillemets, on ne se débarrasse pas facilement et qui revient sans cesse. Bon, les gens savent que quand on a travaillé sur le loup, les gens le savent, et donc on a un certain nombre de sollicitations qui ramènent à cette espèce. Le bouquetin aussi, c'est un animal que j'ai eu l'occasion de croiser, que je croise toujours dans mon activité professionnelle. Et puis il y a quelques autres espèces comme ça qui sont revenues, et depuis un certain nombre d'années, la marmotte en particulier est un animal qui revient très régulièrement dans mes activités, à la fois comme chercheur et puis comme membre de conseil scientifique des parcs nationaux. Et à ce titre-là, on est sollicité pour émettre des recommandations dans un certain nombre de situations. Donc des animaux, oui, comme la marmotte, le bouquetin, le loup, reviennent de manière très régulière. Alors, sur cette diversité des situations, les personnes que j'ai accompagnées sur le terrain, elles ont des expériences extrêmement différentes des animaux. Elles ne les rencontrent pas dans le même contexte, elles ne les rencontrent pas dans les mêmes situations. Un éleveur ne rencontre pas le loup à la manière d'un naturaliste qui va aller l'observer, qui va observer des scènes de déplacement. Ce n'est pas du tout le type d'expérience qu'un éleveur va avoir du loup. Donc ça m'a beaucoup intéressée, quoi, hein. Dans quelles situations concrètes les gens sont amenés à rencontrer l'animal, quelles facettes de l'animal ils perçoivent à travers ces situations-là. Et je cherchais aussi à m'éloigner de façons d'appréhender le rapport à l'animal qui sont à mon avis très différentes de cette approche en situation, qui vont consister à mettre l'accent sur les croyances, sur les rumeurs. Des gens vont associer le loup et le petit chaperon rouge, par exemple. Donc c'est pas du tout l'approche que j'ai cherché à développer, hein, sans du tout remettre en cause l'intérêt que ça peut présenter. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment cette approche située du rapport à l'animal. Et dans ces situations-là, ce que j'ai pu constater, c'est que les gens ne parlent pas, ne se situent pas dans le même espace, ils ne se situent pas dans le même temps. Un éleveur ou un chasseur aura tendance à parler de lieux qui sont plutôt proches, à parler d'époques qui sont relativement rapprochées dans le temps, hein, et en quelque sorte ces lieux et ces temps qui vont être mobilisés pour parler de l'animal, pour parler de l'évolution de l'animal, du rapport à l'animal, vont dessiner
ce que dans ma thèse j'ai appelé un monde. Et ce monde des éleveurs et des chasseurs, il est relativement circonscrit dans l'espace et dans le temps. Et il est assez différent des lieux et des époques dont vont avoir tendance à parler les naturalistes ou certains agents du parc qui vont se situer sur des périodes beaucoup plus longues, dans des espaces beaucoup plus larges. Pour prendre un exemple concret, lorsqu'ils vont relater l'évolution du bouquetin, ils vont remonter facilement à la préhistoire, plusieurs millénaires en arrière. Ils vont parler d'espaces très éloignés très éloignés. Et donc là, on va avoir un monde beaucoup plus large. Donc, outre le fait que ces mondes ont des dimensions spatiales et temporelles très différentes, ils sont aussi structurés différemment, et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, avec un monde plutôt structuré autour d'une opposition entre sauvage et domestique, et un autre monde plutôt structuré par la différence entre nature et artifice. Mais cette approche en termes de monde qui peut apparaître assez structuraliste, hein, elle n'empêche pas, j'ai essayé de la concilier avec cette attention pour les situations et pour être capable d'appréhender ce qui émerge dans les situations. Par exemple, les situations liées à l'arrivée des loups, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, qu'est-ce qui émerge, en quoi ça vient percuter ces mondes et qu'est-ce qui arrive à ce moment-là, quoi. Qu'est-ce qui arrive entre les animaux, entre les rapports, dans les rapports entre hommes et animaux et dans les rapports des hommes entre eux à propos des animaux. Et ce que j'ai essayé de montrer, c'est cet ébranlement des mondes que je viens de décrire rapidement et qu'on continue de percevoir aujourd'hui, plus de 20 ans après l'arrivée des loups dans le Mercantour, quoi. Alors, comment est-ce que les loups ébranlent les mondes en place? Alors, au moment où les loups arrivent, ces mondes dont je parlais, ils sont déjà un petit peu ébranlés. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont remises en cause, qui sont discutées, des choses qui ont cessé d'être évidentes. Si on prend l'exemple du sauvage et du domestique, il y a déjà des interrogations sur mais est-ce que vous appelez sauvage, est-ce que c'est vraiment du sauvage? Les sangliers, vous les agrénez, les animaux que vous dites domestiques, vous les lâchez dans la montagne, est-ce que c'est vraiment une pratique qui relève du domestique? Et puis on a aussi des interrogations similaires du côté de la nature et de l'artifice. Un certain nombre de personnes vont dire au naturalisme, vos animaux naturels, vous les réintroduisez, vous les suivez, après les avoir marqués, donc est-ce que vraiment est-ce que c'est ça le naturel? Donc ces interrogations-là, elles existent déjà au moment où les loups arrivent. Mais l'arrivée des loups va les mettre sur la scène publique avec une acuité qu'elles n'avaient pas jusqu'alors. Il va y avoir une interrogation beaucoup plus forte sur la légitimité, la pertinence, la valeur de ces catégories-là. Donc ça, c'est une des manières dont l'arrivée des loups ébranle les mondes, en remettant en cause des catégories qui étaient certes un petit peu fragilisées, mais qui tenaient encore. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles disparaissent, elles continuent d'exister aujourd'hui, mais elles sont réinterrogées et il y a un certain nombre de discours qui se développent et ça amène à réfléchir à ce que c'est que le sauvage ou à ce que c'est que le naturel, l'artifice. Ça questionne ces catégories et ça les questionne de manière plus nette qu'auparavant. Et puis l'arrivée des loups, ce qu'elle fait aussi, c'est qu'elle oblige à inventer de nouvelles pratiques, parce qu'au moment où les loups arrivent, et c'est encore vrai aujourd'hui, on ne sait pas comment on va pouvoir s'y prendre pour à la fois avoir du pastoralisme et avoir des loups, et c'est ce à quoi s'engage l'État. Alors c'est l'engagement qui est pris, ne pas laisser tomber le pastoralisme, voire même le renforcer, et en même temps avoir une population de loups dans un état de conservation favorable, sauf qu'on ne sait pas faire. Donc ça veut dire expérimenter, ça veut dire inventer des pratiques dans la mesure du possible,
Et ça aussi, c'est un mode d'ébranlement. Très concrètement, par exemple, si on prend le cas des chiens de protection, il va falloir que tout le monde apprenne dans cette affaire. Il va falloir que les éleveurs apprennent à avoir un type de chien dont ils n'ont plus du tout l'habitude. Il va falloir que les brebis apprennent à vivre avec ces chiens-là. Les brebis ont l'habitude des chiens de conduite, elles n'ont pas l'habitude des chiens de protection. Il va falloir que les chiens de protection apprennent. Il va falloir que les loups aussi apprennent. Enfin bon, il y a toute une reconfiguration des rapports entre hommes et animaux. Et il y a aussi une reconfiguration des relations des hommes entre eux, avec des alliances qui vont se créer. Alors, quand je dis des alliances, ça ne veut pas dire que les gens vont nécessairement tomber d'accord, mais il y a un certain nombre de personnes qui vont apprendre à travailler ensemble, à nouveau, sans nécessairement être d'accord. Et il y a aussi un certain nombre d'alliances antérieures qui vont voler en éclats. C'est vrai au sein du monde de l'élevage, par exemple, avec des conflits qui vont apparaître entre types d'éleveurs, ou en tout cas une mise au jour de tensions. Là aussi, le loup va révéler un certain nombre de tensions. Donc, c'est aussi une des manières dont les mondes sont ébranlés avec l'arrivée des loups, cette recomposition des alliances. Donc, pour résumer, la nécessité de mettre au point de nouvelles pratiques, en sachant que ces pratiques, elles sont régulièrement remises en cause parce que le contexte change, parce que les loups apprennent, parce que, pour tout un tas de raisons, une recomposition des alliances, et puis une réinterrogation des catégories, de la manière dont on pense le monde, quoi, finalement. Et l'arrivée des loups est un de ces moments-là où la manière d'appréhender le vivant, la manière d'organiser l'espace social est remis en cause. Voilà. Donc c'est à mon sens un moment important dans cette définition du sauvage et des rapports sociaux à travers le sauvage. Alors, lorsque la notion de biodiversité est apparue on va dire, dans les institutions de conservation de la nature, et notamment dans les parcs nationaux, qui sont celles que je connais le moins mal, on va dire, il y a effectivement eu un certain nombre de conséquences, d'implications. Celles qui me viennent à l'esprit, là, c'est que avec la biodiversité, a priori, il s'agissait moins de s'occuper d'espèces particulières, d'espèces emblématiques, comme les parcs nationaux l'avaient fait depuis leur création, à travers des animaux plus précisément comme le chamois, le bouquetin, plus récemment le gypaète barbu, mais d'ouvrir le champ des espèces auxquelles on s'intéresse, et tout le vivant devenait intéressant, légitime à bénéficier d'une attention. Tout le vivant, sauf les espèces invasives éventuellement. Mais enfin, il y avait cet élargissement considérable du spectre des espèces, et pas seulement des espèces aussi auxquelles on s'intéresse. Il y a plusieurs choses qui m'apparaissent comme importantes. C'est qu'il y a eu progressivement l'adoption du discours sur la biodiversité par les parcs nationaux, et en même temps, les personnes qui s'intéressaient le plus fortement à des espèces emblématiques ont trouvé le moyen de continuer à porter cet intérêt et à défendre le fait que ces espèces continuaient d'avoir un rôle majeur en redéfinissant leur intérêt en termes de biodiversité, à travers par exemple la notion d'espèce parapluie, à travers la notion d'espèce porte-drapeau. Donc à redéfinir l'intérêt d'une espèce comme le bouquetin, comme le loup, comme le gypaète en termes de biodiversité. Ça, c'est une chose qui m'a un petit peu surprise. Je m'attendais à ce que le bouquetin perde de l'importance. C'est pas tellement ce qu'on observe. Une espèce comme le bouquetin continue aujourd'hui d'avoir une importance majeure dans les espaces protégés. On le voit à travers le temps consacré par ces espaces-là à une espèce comme le bouquetin. On le voit aussi à l'intérêt continu que les agents des espaces protégés continuent à porter à cette espèce. Ce qui se passe aujourd'hui avec l'épidémie de brucellose dans le massif du Bargy en est un exemple. Et puis on a vu aussi d'autres espèces, je pense notamment au gypaète barbu, acquérir à leur tour une importance tout à fait particulière. Donc finalement, l'émergence du discours sur la biodiversité, elle n'a pas
évincé, elle n'a pas tellement diminué la focalisation sur des espèces particulières, en tout cas chez une partie des personnes qui s'intéressent de près à la nature. On peut relier ça à la notion de charisme animal qu'a développé quelqu'un comme Jamie Lorimer, qui essaye de comprendre ce qui fait le charisme de certaines espèces animales en dépit du discours sur la biodiversité. Donc il y a ça qui est important. Il y a aussi tout le travail qui a été fait par ces personnes qui s'intéressent à des espèces particulières pour les légitimer en termes de biodiversité. C'est ce que je disais tout à l'heure sur espèces parapluies, espèces porte-drapeau, etc. Alors en même temps, il faut nuancer, parce qu'il y a eu bel et bien un élargissement du spectre des espèces prises en compte. Pour regarder l'exemple des parcs nationaux, on a vu un certain nombre d'agents s'intéresser moins à ces grandes espèces emblématiques et s'intéresser davantage aux insectes, à des oiseaux qui ne sont pas des grands rapaces, s'intéresser à la flore aussi. Donc il y a eu malgré tout un élargissement de l'éventail des espèces prises en compte. Donc une certaine concrétisation finalement dans les politiques des espaces protégés de cette notion de biodiversité. Mais moins peut-être qu'on aurait pu le penser. On parle beaucoup de biodiversité, on continue beaucoup concrètement à agir sur un petit nombre d'espèces charismatiques. Pour prendre un exemple, je pense que le bouquetin peut être un cas assez intéressant. Il y a eu plusieurs manières de justifier l'intérêt d'un animal sauvage comme le bouquetin au cours du temps. Si on prend la manière initiale dont en France a été patrimonialisé le bouquetin, on pense assez spontanément au docteur Couturier qui a mis en avant un intérêt en termes de conservation de la nature et puis plus en filigrane un intérêt cynégétique. Par la suite, au moment de la création du parc national de la Vanoise dans les années 60, c'est avant tout la valeur du bouquetin pour la conservation de la nature qui a été mise en avant. Et puis, à mesure que les bouquetins se sont transformés, qui sont devenus moins farouches, qui sont devenus plus nombreux, qui se sont étendus dans l'espace, qui se sont rapprochés des villages, et à mesure aussi qu'a diffusé la notion de biodiversité, hein, donc là on se situe à partir du début des années 1990, il a été plus difficile qu'au départ de justifier l'intérêt pour le bouquetin avec uniquement en termes de conservation de la nature. Cette justification-là est restée, mais les personnes qui portaient le plus la patrimonialisation du bouquetin ont dû recourir à d'autres arguments et ils se sont appuyés sur la notion de biodiversité pour démontrer que le bouquetin devait continuer à bénéficier d'un statut de protection particulier, devait continuer de bénéficier d'une attention particulière. Ont notamment été mis en avant la valeur du bouquetin comme symbole de l'histoire de la protection de la nature, hein, comme une des espèces qui démontrait la capacité à réussir quelque chose en matière de protection de la nature, hein, dans une histoire globalement assez sombre, marquée par l'érosion de la biodiversité. Un animal comme celui-là montrait qu'on pouvait sauver une espèce qui était au bord de l'extinction et arriver à une situation bien meilleure aujourd'hui. Donc il y a eu cet argument-là qui a été mis en avant. Il y a eu l'argument de la valeur scientifique du bouquetin, le fait de disposer d'un grand nombre de données sur la longue durée. Donc toutes les questions qu'on peut poser et éclairer à travers une étude sur le temps long. Donc tout cet intérêt scientifique de l'animal. Et puis sa valeur aussi de porte-drapeau. Hein. Donc c'est toutes des notions qui ont été ajoutées à l'idée initiale d'une espèce qui devait être sauvée de l'extinction et qui s'insère dans un discours plus général sur la biodiversité. Donc je pense que c'est un exemple relativement éclairant de la manière dont la justification d'un intérêt pour une espèce a été redéfinie au moment de la diffusion de la notion de biodiversité.
Un exemple très actuel, hein, sans entrer trop dans le détail, celui de l'épidémie de brucellose des bouquetins dans le massif du Bargy en Haute-Savoie. Donc on a cette situation où on a une population d'animaux sauvages, en l'occurrence des bouquetins, qui est considérée, qui est porteuse d'une zoonose, donc d'une maladie qui est transmissible à l'homme, qui est la brucellose. Et cet événement nouveau va amener les gens à se poser toute une série de questions sur comment on gère le sauvage, comment on gère une maladie, comment on modifie les rapports au sauvage et à la maladie, et en quoi est-ce que les politiques de biodiversité interfèrent avec cette histoire. Donc on a affaire avec la brucellose à une maladie qui a été éradiquée, qui était présente dans les troupeaux domestiques et qui a été éradiquée en recourant à des méthodes d'abattage total des troupeaux qui étaient contaminés. Donc ça, c'est la manière dont on a traité la brucellose dans les troupeaux domestiques. Donc ça a été une politique sanitaire. Et puis en regard de cette politique sanitaire, et indépendamment de cette politique sanitaire, il y a eu une politique environnementale à l'égard des bouquetins qui a été une politique de protection. Et ce qui se passe au moment de cette épidémie de brucellose, c'est qu'on a une confrontation entre une politique sanitaire et une politique environnementale qui ont été conçues dans des contextes séparés et de manière étanche l'une à l'autre. La politique de protection des bouquetins suppose qu'a priori on n'abatte pas les animaux. Et la politique d'éradication de la brucellose suppose précisément le contraire. Cette épidémie a surpris et met en cause à la fois les idées qu'on avait au sujet des populations d'ongulés sauvages, qui étaient qu'a priori elles n'étaient pas porteuses ou elles n'étaient pas un réservoir important pour une maladie comme la brucellose. Et elle a aussi complètement ébranlé la manière de traiter la brucellose dans les troupeaux domestiques. Les naturalistes ont été surpris de constater qu'une population de bouquetins pouvait bel et bien être un réservoir pour cette épidémie-là. On avait l'idée que si les animaux sauvages étaient contaminés, la maladie s'éteindrait spontanément d'elle-même. Et on s'aperçoit aussi que les pratiques d'abattage qui ont fonctionné, qui ont fait leurs preuves dans les populations domestiques, ne peuvent pas être mises en œuvre, en tout cas pas de la même façon, et pas avec les mêmes résultats dans les populations d'animaux sauvages. Donc on est obligé de repenser ce que c'est que le sauvage par rapport à la maladie. Est-ce qu'une population sauvage, c'est une population qui ne contracte pas les maladies, qui ne peut pas être réservoir? Il semble que ce ne soit pas si simple. Est-ce que l'abattage total d'une population est une bonne solution pour combattre une maladie? Est-ce que l'objectif de se débarrasser d'une maladie est un objectif que l'on peut étendre en dehors des troupeaux domestiques? C'est un petit peu tout ça qui est remis en cause à l'occasion de cette épidémie-là, et qui oblige à envisager d'autres scénarios que ceux qu'on avait envisagés au départ, à savoir l'abattage total lorsqu'une population animale est contaminée par une maladie comme la brucellose, ou à remettre en cause aussi l'idée selon laquelle les animaux sauvages ne seraient pas susceptibles d'être des réservoirs pour des maladies qu'on associe habituellement à des animaux domestiques. Donc ça oblige à repenser à nouveau ce qu'est le sauvage par rapport à domestique, ce qu'est une bonne pratique de gestion, quel objectif on peut se fixer, quels moyens on peut se donner. Et ça pose les questions à la fois sur le plan technique, qu'est-ce qui est réalisable techniquement, sur le plan moral, qu'est-ce qui est admissible moralement, et sur le plan scientifique, qu'est-ce qui est pertinent scientifiquement. Donc à cette occasion-là, on voit comment un certain nombre de personnes, des éleveurs, des vétérinaires, des biologistes, des agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont amenés à s'interroger sur, aujourd'hui, sur qu'est-ce que c'est qu'une population sauvage, qu'est-ce qu'on peut faire ou pas
à leur encontre, comment est-ce qu'on peut repenser les rapports entre domestiques et sauvages, puisqu'on est aujourd'hui à une période où, dans un certain nombre d'espaces et avec un certain nombre d'espèces, les relations entre sauvages et domestiques sont plus fréquentes qu'elles ne l'étaient par le passé, même si ça peut apparaître contradictoire au moment où on parle beaucoup d'érosion de la biodiversité, et que ça oblige à trouver, à expérimenter de nouvelles solutions. Voilà. Un autre exemple que je trouve intéressant pour parler un peu concrètement des politiques de la biodiversité et de la manière dont elles interfèrent avec nos rapports aux sauvages, c'est celui de la gestion des marmottes dans certains parcs nationaux de montagne. Alors, il faut que je précise d'emblée que c'est un problème, puisqu'il y a un problème qui est extrêmement ponctuel, extrêmement localisé dans l'espace, qui concerne des prairies de fauche dans les parcs nationaux de montagne. Il en reste quelques-unes. Donc ce sont des endroits fauchés, donc a priori plats, fauchés par des éleveurs qui utilisent le foin pendant la période hivernale. Ces espaces sont particulièrement appréciés par les éleveurs en raison de leur qualité topographique, mais ils sont également très appréciés par les marmottes, un peu pour les mêmes raisons. Ce sont des espaces qui sont favorables, dans lesquels elles peuvent facilement creuser leur terrier. Et la difficulté est liée au fait que, creusant leur terrier, elles font ressortir des pierres, et lorsque les éleveurs, lorsque les agriculteurs passent les motos faucheuses, les pierres, il arrive que les pierres émoussent les lames des machines. Bon, donc il y a un certain nombre de difficultés pratiques pour eux. Avant la création des espaces protégés, les éleveurs tendaient à éliminer les marmottes lorsqu'elles étaient trop nombreuses sur ces prairies de fauche, qui étaient à l'époque tout à fait importantes pour les exploitations agricoles. Et cette possibilité-là a disparu au moment de la création des espaces protégés avec l'interdiction de la chasse. Donc progressivement, n'étant plus chassés sur ces espaces-là, et de manière générale d'ailleurs, les marmottes ont, sur quelques prairies de fauche, été plus nombreuses. Et il y a eu, au cours des dernières décennies, des périodes tendues entre les éleveurs et les parcs nationaux au sujet de ces dégâts de marmottes. Pendant les périodes les plus critiques, les parcs nationaux ont essayé de trouver des solutions pour apaiser les problèmes, apaiser les conflits. Donc il y a toute une série de choses qui ont été tentées pour essayer de régler le problème. Et il n'y a jamais une solution qui a émergé comme étant capable de résoudre ce problème. Et il y a quelques années de ça en arrière, un peu en désespoir de cause, et à un moment où les conflits étaient particulièrement vifs entre le parc et les agriculteurs concernés, au Parc national des Écrins, il y a eu une expérimentation de contraception de marmottes. L'idée, c'était de dire, on ne va pas supprimer les marmottes, mais on va limiter le nombre d'animaux en administrant des produits contraceptifs. Donc on était à ce qui s'appelait à l'époque la zone centrale du parc. Ça a été fait avec un encadrement vétérinaire. Quelques marmottes ont été capturées, donc il y a eu un lot d'individus témoins, un lot d'individus qui ont reçu des produits contraceptifs, et cette expérimentation de contraception a commencé. Elle n'a pas duré très longtemps parce que très vite ont émergé un certain nombre de voix critiques, à la fois au sein même de l'espace protégé. Un certain nombre d'agents ont émis des critiques, et puis surtout à l'extérieur du parc et jusqu'au Conseil national de protection de la nature, des personnes se sont élevées contre cette expérimentation de contraception en disant « mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Administrer des produits contraceptifs à l'intérieur de la zone centrale d'un parc national, c'est complètement contradictoire avec la mission d'un parc national, et c'est complètement contradictoire aussi avec ce que devrait être le sauvage, donc un animal qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas, qui est laissé en libre évolution ». Et puis ce qui était intéressant aussi, c'est que des voix critiques ont également émergé chez les chasseurs, par exemple,
qui ont dit, mais enfin, il serait quand même plus naturel d'éliminer les animaux plutôt que de leur administrer des produits contraceptifs. Ont émergé également toute une série d'interrogations sur qu'advient-il de ces produits contraceptifs. Est-ce qu'ils ne sont pas susceptibles de se retrouver dans la chaîne alimentaire, puisque les marmottes sont éventuellement prédatées par des rapaces. Enfin, une prolifération de questions autour de cette expérimentation de contraception. Une interrogation aussi qui a beaucoup porté sur la pratique scientifique dans les espaces protégés, avec une question qui est récurrente dans ces espaces-là, mais qui a été posée de manière très claire dans le cas de l'expérimentation de ces marmottes, c'est qu'est-ce qu'on est fondé à faire au nom de la science dans un espace protégé? Est-il légitime de considérer un espace protégé comme un laboratoire de plein air? Est-ce qu'on n'est pas en train de transformer ces marmottes en cobayes ou en rats de laboratoire? Et finalement, qu'est-ce qu'un chercheur est fondé à effectuer et à avoir comme pratique dans un espace protégé? Donc là aussi, on a vu à travers une pratique de gestion et une expérimentation qui concernait un petit nombre d'individus, d'un petit nombre d'animaux qui étaient très circonscrits dans l'espace et dans le temps, on a vu se positionner toute une série d'acteurs très différents, les éleveurs, les chasseurs, les scientifiques, des membres du CNPN, et on a vu aussi ces expérimentations de pratique, ces interrogations sur le sauvage. Finalement, une des choses qui apparaît à travers cette petite affaire-là, cette minuscule affaire-là, c'est cette interrogation perpétuelle sur qu'est-ce que le sauvage, cette réflexion, cette réflexivité sur comment se comporter vis-à-vis de ce sauvage. Et cette question, finalement, elle ne cesse d'être posée à différentes occasions, et elle montre bien à quel point la notion de sauvage, elle n'est pas stabilisée. La manière dont on conçoit le sauvage, ce qu'on s'autorise à faire avec lui, qui se sent légitime à parler du sauvage, c'est quelque chose qui se réeffectue constamment, qui se performe constamment et qui n'est jamais stabilisé une fois pour toutes. Et ce sont les animaux sauvages eux-mêmes qui amènent les gens à reposer constamment ces questions. Une des choses qu'on voit bien à travers cette affaire de la marmotte, c'est que c'est un problème évidemment bien circonscrit par rapport à d'autres problèmes liés à la faune sauvage. On parlait tout à l'heure du loup, on parlait de l'épidémie de brucellose, ça n'a rien à voir en termes d'amplitude, mais à travers ce problème-là, on observe une certaine difficulté à apporter une réponse qui soit collective à cette difficulté-là. Les marmottes, elles, pendant ce temps, elles savent très bien s'organiser, elles savent très bien tirer parti des failles et les difficultés qu'elles suscitent, cette espèce-là parmi d'autres, amène à nouveau à remettre sur le chantier en permanence cette question du sauvage. Une surprise peut-être pour moi au fil des années de recherche, c'est de voir à quel point cette notion de sauvage, elle reste importante. On aurait pu penser, vu l'évolution de la société, on a l'impression qu'on vit dans un monde de plus en plus standardisé, de plus en plus contrôlé, que cette question du sauvage perdrait de son importance, que où reste-t-il de la place pour du sauvage aujourd'hui dans nos sociétés? Et c'est pas du tout ce que l'on observe lorsqu'on s'intéresse aux relations aux animaux. On voit que cette question du sauvage, elle garde son actualité, elle garde son acuité, et on voit même monter aujourd'hui dans les espaces protégés, mais aussi au-delà des espèces protégées, un appétit de sauvage, une volonté, ce qu'on appelle aujourd'hui le réensauvagement, le rewilding. Et ça, oui, c'est quelque chose qui m'a étonnée. Je ne m'attendais pas nécessairement à cela, quoi, à cette permanence et même cette montée en puissance
d'une volonté d'avoir du sauvage. Alors un peu partout, hein, on l'observe dans des régions qui sont considérées comme aptes à recevoir du sauvage, mais on l'observe aussi en ville avec une volonté de réensauvager la ville. Donc c'est quelque chose d'assez général, je crois, cette tendance-là. Mais je me suis un peu écartée de la question initiale. Comment réinterpréter les projets de réensauvagement qu'on observe aujourd'hui? Alors, je ne suis pas sûre de pouvoir répondre à cette question. Moi, dans un premier temps, je les constate, ces tentatives ou ces projets de réensauvagement, et je constate qu'ils ont lieu dans une diversité d'endroits. Il y a des projets de réensauvager la ville. Je pense à une initiative comme Sauvage de ma rue qui concerne les plantes, mais qui concerne des espaces périurbains, qui concerne des espaces protégés, qui concerne des régions entières en Europe qui sont considérées par certains comme des lieux propices au réensauvagement, qui peuvent aussi concerner des espaces qui ont été laissés en friche, hein, avec l'idée qu'on peut favoriser un retour au sauvage avec la notion de nature férale. Donc je pense qu'il y a déjà tout un travail d'inventaire à mener de ces projets de réensauvagement, et puis de voir vraiment qu'est-ce qu'il y a là derrière, quoi, quelles sont les motivations de ceux qui portent ces projets, qu'est-ce qu'ils entendent au juste par réensauvagement, parce que je ne suis pas sûre qu'on puisse mettre toutes ces initiatives et tous ces projets, je pense que ça recouvre sans doute des choses différentes et qu'il faut aller y regarder de plus près. En tout cas, il y a l'affirmation aujourd'hui d'un besoin de naturalité par certains, en tout cas, qui peut à nouveau paraître paradoxal ou surprenant dans un continent comme l'Europe, dont tout le monde sait bien qu'il est depuis extrêmement longtemps très artificialisé. Il est assez évident pour moi que les porteurs de ces projets de réensauvagement sont eux-mêmes très bien placés pour savoir à quel point ils ont affaire à des espaces anthropisés. Donc ils savent très bien qu'il ne s'agit pas de revenir à une nature vierge, hein. Je pense qu'ils sont davantage intéressés par... mais ce serait à vérifier à nouveau concrètement, hein. Je crois qu'il y a vraiment là tout un projet à construire, mais l'hypothèse que je ferais bien, c'est celle qu'ils sont intéressés par initier de nouvelles trajectoires d'évolution plutôt que de revenir à une situation qui serait une situation originelle. Je pense que personne n'a la naïveté de croire à cette possibilité-là. En revanche, l'intérêt pour des trajectoires, pour initier des trajectoires de libre évolution, ça il me semble l'observer, même sans avoir fait de projet de recherche approfondi, chez plusieurs personnes, quoi. L'idée que ce qui est peut-être important, intéressant aujourd'hui, c'est de voir comment des milieux ou des habitats qui ont des histoires très, très différentes peuvent évoluer lorsque soit on cesse de les anthropiser, c'est aussi des espèces d'expérimentations, hein. Moi je le vois un peu comme des expérimentations. Alors c'est pas nécessairement arrêter toute activité anthropique, ça peut être, comme on le mentionnait tout à l'heure, laisser une part du sauvage, laisser une part pour le sauvage en ville, hein, mais c'est cette idée que dans tout type d'espace, il y a peut-être une place qui peut être accordée au sauvage et qui peut être accordée pour un autre type d'évolution, quoi. Et en tout cas, moi, ce qui m'intéresserait dans ces entreprises de réensauvagement, c'est bien cela, de mieux comprendre les motivations des uns et des autres, et puis de les considérer comme des expérimentations qui doivent être suivies, étudiées d'un point de vue écologique, mais aussi d'un point de vue social, pour voir ce qu'elles génèrent, quoi, hein, en termes de redéfinition du sauvage, de redéfinition du rapport au sauvage. Parce que c'est aussi des lieux et des moments où on repense et où on réinvente notre rapport au sauvage, parmi d'autres. Alors,
À travers toutes les facettes que peut revêtir le sauvage, on a parlé de son évolution dans le temps, de sa variation d'un groupe à l'autre, si on devait essayer, si on voulait essayer d'extraire de toute cette variabilité quelque chose qui traverserait toutes ces facettes du sauvage, il me semble que ce qu'on pourrait mettre en avant, mais je ne suis pas sûre de moi, hein, je tente quelque chose, moi je dirais qu'à travers le sauvage, peut-être ce qu'on désigne, ce qu'on cherche à désigner, c'est une altérité, c'est quelque chose d'autre. Et c'est la possibilité de laisser dans notre monde, dans notre vie, une place pour quelque chose d'autre, pour cette altérité que l'on veut être une altérité radicale et qu'il me semble qu'on désigne par le terme de sauvage. Le paradoxe qu'on peut voir, je crois, dans cette altérité du sauvage, c'est que, en même temps qu'on désigne quelque chose comme étant autre, on ne peut s'empêcher de nouer une relation avec cet autre et donc de l'inclure et d'atténuer quelque part cette altérité parce qu'on s'y intéresse et qu'en s'y intéressant, on l'incorpore quelque part dans notre vie et on se l'approprie au sens pour le coup de Certeau, c'est-à-dire qu'on se l'assimile, on en fait quelque chose de semblable à soi et donc qui est un peu contradictoire avec cette altérité qui nous intéresse, je crois, fondamentalement dans le sauvage. Quel peut être le rôle du chercheur en sciences sociales pour, d'une part, éclairer ces rapports au sauvage et d'autre part, peut-être contribuer à définir de nouvelles manières de vivre avec le sauvage. Là, je voudrais faire part d'une certaine perplexité de ma part, voire parfois d'un certain malaise. Donc je m'intéresse depuis des années et même des décennies maintenant à ces questions et je pense véritablement qu'on peut apporter quelque chose qu'on peut éclairer les rapports au sauvage, montrer la diversité des points de vue, montrer l'évolution de cette notion de sauvage, montrer la complexité des relations qui se nouent au sauvage et à travers le sauvage avec d'autres. En revanche, ma perplexité vient de la difficulté que j'ai pu avoir à essayer d'améliorer des situations de controverse ou de conflit. Alors moins en tant que chercheur qu'en tant que membre de conseils scientifiques, mais dans ce cadre-là, celui des conseils scientifiques, on nous pose des questions très concrètes. Il y a ces conflits autour des marmottes, ou il y a ces conflits autour des loups, ou il y a ces questions autour de la gestion d'une maladie. Et qu'est-ce qu'on peut apporter véritablement au-delà de cet éclairage sur la complexité, sur le caractère mouvant des choses, sur cette imbrication permanente entre relations humaines et relations hommes-animaux. Mais j'avoue ne pas être convaincue à ce stade-là de mon expérience de notre capacité à apporter des solutions concrètes à des problèmes qui sont eux très, très concrets et ça c'est pour moi une question, une interrogation et un certain malaise quoi, hein. J'aimerais au-delà de l'éclairage qu'on peut apporter amener autre chose et pour l'instant je n'ai pas trouvé la façon de le faire. Je ne désespère pas que dans un certain nombre de cas on puisse contribuer à non pas résoudre les questions, je ne suis pas sûre qu'elles soient solubles, mais aider à inventer de nouvelles manières de vivre avec le sauvage. Et je trouve que ce serait un apport vraiment essentiel des sciences sociales. Et à titre personnel, pour l'instant, je n'ai pas réussi et c'est un regret, peut-être que j'arriverai à surmonter, mais à ce stade-là de mon évolution, c'est une préoccupation en tout cas. Voilà. Alors, je ne sais pas quel nouveau visage du sauvage on aura à l'avenir, mais je suis sûre qu'il y aura de nouveaux visages du sauvage. Ça, c'est quelque chose pour moi qui est quasiment une évidence.
Parce qu'à nouveau, on aurait pu penser que le sauvage allait disparaître avec la notion de biodiversité, avec tout simplement l'évolution de nos modes de vie, où on pouvait se dire mais il n'y aura plus de place pour le sauvage dans nos existences, dans un monde qui est de plus en plus transformé. Mais on s'aperçoit que ce n'est pas du tout ça qui se passe. Le sauvage est réinventé, il se réinvente tout seul d'ailleurs, mais l'évolution même de la vie nous amène à repenser le sauvage. Donc ce que sera le sauvage à l'avenir, je n'en sais rien, mais qu'il y aura un sauvage, qu'il y aura de nouvelles discussions sur ce qu'il devrait être, ce qu'il pourrait être, et sur nos manières de vivre avec le sauvage, ça, je suis sûre que ça aura lieu et qu'il continuera à l'avenir à y avoir pour les chercheurs en sciences sociales un domaine d'investigation privilégié ici.